Suite aux précédentes vidéos sur les ETF, j'ai reçu pas mal de commentaires en me demandant justement de faire une vidéo complète en expliquant les différents critères que j'étudie ou du moins que j'analyse, sur lesquels j'essaie d'avoir un point de vigilance assez important pour sélectionner les ETF que je vais pouvoir ajouter éventuellement sur une assurance vie, sur un PEA, sur un compte titre, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo. Tu vas voir, il y aura deux parties. La première partie où je vais te donner les différents critères sur lesquels je vais essayer d'avoir un point de vigilance, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Et dans la seconde partie, je te montrerai un exemple concret pour te montrer concrètement comment tu fais pour retrouver ces informations sur les fiches descriptives et notamment sur les fact sheets des différents ETF. Donc un ETF rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est juste un instrument financier qui va te permettre de répliquer les performances de certains indices. Ça peut être par exemple un indice tel que le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice qui va représenter les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Tu as également aussi le Nasdaq, le CAC 40, tu as MSCI World, bref, il y en a plein. Tu vas voir qu'on va en présenter quelques-uns dans cette vidéo. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais l'avantage des ETF, c'est que ça va te permettre d'avoir une certaine diversification. C'est un moyen aussi de pouvoir investir de manière passive et d'ayant quand même de pouvoir avoir sur le long terme des revenus assez significatifs, parce que là l'objectif ne va pas être de ne pas battre le marché, mais plutôt de faire en sorte de suivre correctement le marché. Et tu le sais, il y a plein d'études qui le montrent, hein, même les professionnels aujourd'hui, l'écrasante majorité, ceux qui essayent de battre le marché sur 5, 10, 15, 20 ans, l'écrasante majorité de toute façon n'arrive pas à le faire, même de la part justement des professionnels. Donc d'où l'intérêt des ETF, ça te permet d'avoir un outil vraiment de diversification intéressant, de pouvoir avoir des performances aussi intéressantes, tout en ayant un moyen de pouvoir gérer ton argent aussi de manière relativement passive, ce qui est quand même plutôt intéressant. Par contre, ça s'est quand même énormément démocratisé, l'utilisation de ces ETF, qu'on appelle aussi trackers en anglais. Donc il faut avoir quand même un certain pré-filtre pour pouvoir sélectionner ceux qui seront les plus intéressants pour toi à garder pour le long terme en fonction de ton objectif d'investissement et en fonction aussi de ton enveloppe fiscale, parce que tous les ETF ne peuvent pas être utilisés de partout. Il y a certains ETF par exemple qui pourront être utilisés au sein d'un PEA, il y en a d'autres qui vont pouvoir être utilisés au sein d'un compte titre, il y en a d'autres qui vont pouvoir être utilisés pour ceux qui habitent en Europe, et il y en a d'autres, si jamais tu es dans un des pays de l'Union européenne, tu ne pourras pas l'utiliser parce que ça ne correspondra pas à l'ensemble des critères qui feront que ce sera accepté au sein de l'Union européenne. Ça pareil, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de sélections et de critères sur lesquels il va falloir être vigilant, parce que tous les ETF ne vont pas pouvoir répondre à l'ensemble des objectifs et à l'ensemble des critères qui feront qu'on va décider de placer notre argent dessus. Donc le premier critère, moi, que j'analyse, c'est tout simplement déjà la valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est tout simplement le prix à l'instant T de l'ETF, parce qu'après ça dépend de l'argent que tu veux mettre chaque mois par exemple dans un ETF, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent être relativement chers en termes de coût pour pouvoir éventuellement se procurer une part dans cet ETF. Donc c'est vrai que si tu as un budget un peu plus modeste, il va falloir faire attention à ce prix, parce qu'il y en a qui vont par exemple te permettre de rentrer sur des prix par exemple de l'ordre de 20 euros, il y en a d'autres ça va être 300, 400, 500 euros pour avoir ne serait-ce qu'une part dans l'ETF. Donc déjà ça peut être un point intéressant à regarder. Donc la valeur liquidative, c'est le prix à l'instant T. Le second, le point super important à avoir en tête quand on investit dans les ETF, c'est les frais. Même si quand on investit dans des ETF ou des trackers en anglais, on va avoir des frais qui sont quand même relativement faibles par rapport au fait, si jamais tu décides d'investir ton argent par exemple dans des OPCVM type SICAV ou des fonds communs de placement. En général, là tu vas avoir des frais importants pour ne pas forcément avoir des performances qui seront plus élevées, même souvent plus faibles que si tu investissais de manière passive. J'ai fait pas mal de vidéos justement pour t'expliquer les différences qui existaient entre les différentes catégories, si tu veux, d'OPCVM, notamment les SICAV et puis les fonds communs de placement. Si tu ne te souviens pas de ce que c'est et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la playlist qui s'appelle Bourse sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos justement à ce sujet-là. En tout cas, dans les ETF, l'avantage c'est que tu vas avoir des frais quand même relativement faibles. Pour les plus chers d'ETF, moi que j'ai vu, c'était 0,6%, tu vois. Tu peux monter plus haut, mais en général, c'est quand même assez anecdotique. Et pour les moins chers, tu vois, sur des PEA, compte titres, etc., tu peux être à entre 0,20, 0,30, 0,40, voilà. Là, tu es à peu près dans la moyenne de ce qu'on retrouve en termes d'ETF. Donc moi les frais, tu vois, je fais quand même attention parce que de toute façon sur le long terme, tu le sais, hein, quand on prend quelqu'un qui va faire par exemple 10%
sur 30 ans, tu vois, de manière régulière avec les intérêts composés, il y a une différence énorme qui existe entre quelqu'un qui va faire 10% pendant 30 ans avec les intérêts composés et quelqu'un qui va faire par exemple 8%. Donc sur les ETF, on ne va pas avoir des différences aussi significatives parce que en termes de frais, je veux dire, parce qu'en général, tu vois, on est entre 0,2, 0,3, 0,4, etc. Mais même, tu peux t'amuser à faire des calculs avec certains outils que je t'avais présentés avec les intérêts composés, mais rien que 0,2% de différence sur 30 ans en général, en prenant en compte justement les intérêts composés, ça fait une différence qui est vraiment significative, donc c'est un point super important sur lequel il faut avoir une vigilance élevée. Troisième point, c'est la diversification, hein. L'objectif des ETF, c'est d'avoir une certaine diversification. Donc là, tu as plein d'ETF différents, type MSCI World. Là, tu vas investir dans à peu près 1600 entreprises dans le monde entier. Donc ça peut être tu vois, sur le marché US, ça peut être sur le marché européen, etc. Donc là, tu vas être quand même relativement diversifié en termes d'entreprise, en termes de secteur. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, mais il faut faire attention d'avoir un certain panier d'investissement qui soit assez diversifié. Donc des ETF, tu peux en avoir, par exemple, là je t'ai parlé du MSCI World, tu vas investir notamment dans des actions, 1600 actions au niveau mondial. Tu vas parier sur la croissance au niveau mondial, ce qui est quand même plutôt intéressant en termes de diversification. Par contre, sache qu'en termes de diversification, tu as aussi des ETF qui peuvent investir sur d'autres classes d'actifs. Tu vois, tu peux investir sur des secteurs géographiques spécifiques, sur des secteurs d'entreprises spécifiques, sur d'autres classes d'actifs. Ça peut être des obligations, ça peut être des commodities, appelées en anglais, qu'on appelle aussi des matières premières en français. Tu peux investir sur l'or, les métaux précieux, tu peux investir sur le pétrole, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc la diversification aussi et comment est alloué le capital sur les, si tu veux, sur les ETF, c'est un point qui va être important. Ensuite, ça va être la réplication par rapport au benchmark. Alors, ce qu'on appelle le benchmark, c'est tout simplement ce que va répliquer ton ETF. Tu sais, l'ETF, je te l'ai expliqué un petit peu plus tôt, mais un ETF, c'est ce qui va permettre de répliquer les performances de certains indices. Je t'ai évoqué tout à l'heure le fait le S&P 500, qui est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Et imagine que ton ETF est censé répliquer le S&P 500, et puis je sais pas, le S&P 500, il y a une année il fait 15%, mais toi ton ETF en fait, il va pas vraiment copier à proprement parler le benchmark, ou du moins il va y avoir un certain décalage, et au lieu de faire 15%, tu vas peut-être en faire, je sais pas, 10 ou 7%, tu vois. Donc toi ça t'intéresse pas. Ton objectif c'est vraiment d'avoir un ETF qui va vraiment répliquer le mieux possible, le plus proche possible, l'indicateur, en tout cas l'indice que tu souhaites toi dupliquer si tu veux. Toi, ça t'intéresse pas forcément d'avoir un truc qui te dit bah, je vais répliquer les performances d'un indice spécifique si derrière il y a 20 ou 30% de différence. C'est pas quelque chose que tu vas rechercher. Il y a certains cas spécifiques si tu veux chercher, je sais pas, de l'effet de levier ou autre chose, mais ça c'est plutôt pour des profils avancés. De manière générale, en tout cas, avoir une réplication qui soit la plus proche possible du benchmark, donc de ce qui est répliqué si tu veux par cet ETF, c'est vraiment un point de vigilance sur lequel il va falloir faire très attention. Un autre point, c'est la liquidité. Donc après tout dépend de ton objectif et de ton horizon d'investissement, mais la liquidité c'est ce qui va te permettre d'avoir des ordres d'achat qui soient les plus intéressants pour toi, les ordres de vente aussi assez intéressants, et l'idée c'est que bah, tu puisses faire des achats et des ventes un petit peu comme tu le souhaites. Il y a peu de chances que de toute façon quand tu investis dans les ETF que moi je te présente sur cette chaîne YouTube, sur les comptes titres, les PEA, il y a très largement suffisamment de liquidité, et puis à moins que tu aies des dizaines ou des centaines de millions à investir, en général ça pose pas trop de problèmes. Mais il peut y arriver que sur certains ETF assez exotiques, tu vois, des ETF assez nouveaux, bah, qui est très peu de liquidité. Alors certes, tu peux avoir des performances plus élevées avec des frais souvent qui vont être plus élevés, mais voilà, moi je pense que c'est quand même important de prendre des ETF qui ont quand même un certain historique, qui ont une certaine crédibilité. On va le voir qu'il y a aussi une certaine quantité d'actifs sous gestion qui va prouver aussi la qualité de l'ETF dans lequel tu pourrais potentiellement investir. Donc ça, on va le regarder. Ensuite, donc le critère, je te l'ai évoqué, la quantité d'actifs sous gestion, c'est tout simplement l'argent qui est aujourd'hui déposé et qui a été investi directement sur cet ETF. Donc on va voir, il y a différentes disparités, il y a des ETF qui sont très largement utilisés, d'autres beaucoup moins. Mais voilà, en général, on va plutôt, enfin moi je considère que un ETF qui est en deçà de 50 millions, si tu veux, d'actifs sous gestion, 50 millions d'euros ou de dollars, peu importe, c'est des ETF qui sont quand même assez risqués, selon moi. Parce que là, voilà, la quantité d'actifs sous gestion est plutôt faible, et souvent c'est des ETF qui vont avoir un historique aussi assez faible. Tu vois, moi ce que je recherche quand j'investis dans des ETF, c'est plutôt un historique relativement long,
pour avoir un track record qui soit le plus élevé possible. Et puis là, tu peux vraiment voir historiquement ce qui s'est passé, si ça a bien suivi le benchmark, si les frais qui ont été demandés, c'est bien ce qui a été payé, etc. etc. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et souvent, moi, j'investis plutôt dans des ETF qui vont avoir un actif sous gestion supérieur à 100 millions, tu vois, d'euros ou de dollars, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ensuite, il y a l'historique, donc si c'est un ETF qui vient tout juste d'être créé ou pas, si c'est des ETF trop récents, tu vois, inférieurs à, je sais pas, 1 ou 2 ans, en général, j'investis pas dessus parce que c'est trop récent. Moi, je choisis plutôt des ETF qui sont là depuis 5 ans et plus, comme ça, on a quand même un historique plus long. Ensuite, il y a les performances. Donc, si c'est un ETF, ça fait, je sais pas, 20 ans qu'il est là, et puis les performances de l'ETF, c'est du 1 ou du 2% annuel sur 20 ans, tu vois, clairement, ça va pas forcément m'intéresser. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les obligations en t'expliquant le lien qui pouvait exister entre les taux d'intérêt qui étaient élevés et puis justement le prix des obligations. Tu sais que c'est inversement entre les deux, hein. Plus tu vas avoir des taux d'intérêt qui vont être élevés, plus le prix des obligations va être faible et inversement. Et pendant longtemps, on a été avec des taux d'intérêt relativement bas, ce qui fait que le prix des obligations était relativement élevé avec des rendements qui étaient très faibles. Là, ça commence un petit peu à changer ces temps-ci, mais voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil encore une fois dans la playlist bourse où je t'expliquais tous ces aspects-là, qui est quand même important. C'est pour ça que moi, pour l'instant, si tu veux, dans les portefeuilles d'ETF que j'ai constitués, que ce soit sur le PEA, compte titre ou autre, il y a une part d'obligation qui est très faible parce que pour l'instant, en tout cas pour mon profil d'investisseur et pour les objectifs que je me suis fixé, je vois pas forcément d'intérêt aujourd'hui à avoir des obligations en termes d'allocation d'actifs, si tu veux, dans la gestion de mon portefeuille d'ETF. Mais par la suite, plus je vais avancer, je pense que plus je rajouterai une part peut-être plus significative d'obligations pour limiter la volatilité. Et puis c'est comme ça en général qu'on a aussi un portefeuille qui est un peu plus équilibré. Vu que là je suis jeune, je suis capable de prendre plus de risques, c'est pour ça que la part d'obligation pour l'instant, elle est relativement faible par rapport à la part plutôt d'action qui est historiquement la classe d'actifs la plus performante parmi toutes celles que j'ai pu t'évoquer sur cette chaîne YouTube. Ensuite, le dernier point, c'est le risque de contrepartie. Parce que tu le sais, il y a différents types d'émetteurs aujourd'hui. Donc tu vas avoir par exemple iShares qui est une sous-filiale de BlackRock, qui est le fonds d'investissement le plus gros du monde, hein, clairement. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être Lyxor, tout ce qui va être Amundi, etc., etc. Voilà, donc en fait, derrière, il faut savoir qui est l'émetteur de cet ETF, si c'est plutôt un gros émetteur ou si c'est une petite structure. Parce que si tu investis dans un ETF, même s'il y a un encours sous gestion qui est relativement élevé, qui répond à l'ensemble des autres critères, si c'est une boîte qui est toute jeune, qui a été créée il n'y a pas forcément très longtemps, tu vois, les risques de faillite aussi, ça existe. Il y a des ETF, des boîtes qui avaient lancé des ETF, qui ont fait faillite. Donc si tu as investi dans ce genre d'ETF, si tu veux, par le passé, et que la boîte qui émettait cet ETF et qui était censée en fait le gérer disparaît, tu peux perdre aussi ton capital, tu vois. Donc il faut faire attention. En général, si tu investis dans des grosses boîtes, tu vois, encore une fois, comme BlackRock ou des structures comme, tu vois, Lyxor, Amundi et tout, c'est des boîtes qui sont là quand même depuis très longtemps, c'est des grosses structures, souvent c'est même des banques qui sont systémiques. Systémiques, c'est que si jamais elles font faillite, ça peut poser des gros problèmes, si tu veux, en termes d'économie. Donc souvent, l'État fera en sorte, de toute façon, cette boîte-là ne coule pas. Et si jamais ça arrive, parce que la probabilité, enfin en termes de statistiques, c'est pas le scénario que je privilégie, mais bon, on essaie toujours, tu vois, de préparer le pire. Et moi, je me dis tout le temps que si demain, des grosses boîtes comme BlackRock, BNP ou même Société Générale, tu vois, qui sont aussi des banques systémiques, si demain ces grosses structures-là sont amenées à tomber, entre guillemets, j'ai envie de dire, ton argent, ça sera le dernier de tes problèmes, tu auras d'autres soucis. Donc voilà, après c'est toujours une question de balance entre le risque, le rendement, l'énergie que tu as envie de mettre à gérer ton portefeuille, gérer tes actifs, parce que l'objectif général quand même des ETF, c'est d'avoir une gestion qui soit quand même la plus passive possible. Donc là, je t'ai présenté les critères, je te les répète, valeur liquidative, les frais, la diversification, réplication par rapport au benchmark, la liquidité, la quantité d'actifs sous gestion, l'historique, si ça a été tout justement créé ou pas, les performances de l'actif, et puis finalement enfin le risque de contrepartie par rapport à l'émetteur qui va mettre sur le marché tout simplement cet ETF. Donc là je te retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir retrouver ce genre d'informations. Donc là je te retrouve sur mon ordinateur pour te montrer concrètement comment tu vas pouvoir retrouver ce genre d'informations. Donc l'une des grosses boîtes qui a lancé notamment avec Monsieur Bogle tout le concept, si tu veux, d'ETF, c'est Vanguard, donc c'était son entreprise. Et donc parmi l'un des ETF les plus connus qui est utilisé, c'est notamment l'ETF qui s'appelle le VOO, qui est un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500.
Attention parce que là pour le coup tu vois, si tu regardes le nom de cet ETF, il n'y a pas la mention UCITS, donc ça on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est quand même super important. Tu vois, quand tu as cette mention là UCITS, c'est tout simplement que c'est un ETF qui va pouvoir être utilisé sur le continent européen parce que ça correspond à certaines normes, certains critères. Là par exemple celui-ci c'est pas le cas. Tu vois, c'est-à-dire que si tu habites en Europe, tu pourras pas le retrouver chez un broker, que ce soit par exemple DEGIRO, Boursorama ou autre, parce que ça répond pas aux critères spécifiques pour être utilisé au sein de l'Union européenne. Bon, c'est simplement un exemple, tu vas voir qu'on va en voir plein d'autres. Après, une fois que tu as compris comment ça marche, franchement, c'est pas vraiment très compliqué. Là, en fait, ce que tu vas pouvoir retrouver, donc tu vois tout de suite déjà ce que ça permet de répliquer en termes d'indices. Là, c'est le cas du S&P 500. On voit à côté l'expense ratio. Donc l'expense ratio, c'est tout simplement les frais de cet ETF. Donc là, on a des frais de 0,03%, ce qui est quand même relativement faible. En dessous, on va pouvoir trouver des informations spécifiques sur cet ETF, notamment le prix, donc qu'on appelle aussi la valeur liquidative. Tu vois, là, le market price, c'est la valeur liquidative. On est à 354 $ pour une part, tout simplement, sur cet ETF. On peut regarder les performances. Donc là, on peut regarder les performances annuelles. Par rapport à cet ETF et puis par rapport au benchmark, tu te souviens? Donc là, le benchmark, c'est tout simplement l'index S&P 500. C'est-à-dire que là, sur l'année 2021, le S&P 500, l'indice, a fait 28,71%. Là, ce VOO, cet ETF qui est censé répliquer les performances du S&P 500, a fait 28,60%. L'année d'avant, le S&P 500 avait fait 18,40. Là, on a bien fait 18,40. 31,49, 31,47. Donc c'est quand même à chaque fois très très proche. Il n'y a pas vraiment de gros différentiel. C'est normal que tu aies un petit delta, hein, mais l'idée c'est que ce delta soit quand même le plus faible possible. Donc là, tu vois, pour le coup, c'est quand même plutôt très largement positif. On descend, on va retrouver d'autres informations qui là pour le coup pourront nous intéresser, mais c'est pas parmi les critères que je t'ai évoqués tout à l'heure, donc on va descendre un petit peu plus bas. On va regarder au niveau fondamental comment est constitué, si tu veux, cet ETF. Et là on voit que le benchmark, donc qui est le S&P 500, c'est constitué de 503 entreprises américaines. Là sur le VO, on est bien à 503 entreprises américaines encore une fois. Là on va avoir du coup la différence entre les deux à chaque fois et on voit qu'on est quand même très très proche, ce qui est quand même plutôt très positif. On va avoir la répartition sectorielle, tu te souviens, le côté diversification. Donc là, on voit que les services de communication, sur le benchmark, on était à 7,50 en termes d'allocation de portefeuille. Sur le VOO, on est bien à 7,50. Là, on est à 10,40, 10,40. Pour l'énergie, on est à 5,10, 5,10. Les financials, on est à 11,60, 11,60. Donc en fait, tu regardes là derrière, il n'y a clairement pas de différence entre les deux. Donc en termes d'allocation de portefeuille, on est quand même très proche de ce qui se passe, si tu veux, par rapport au S&P 500. Au niveau de l'allocation de portefeuille, là je t'ai montré l'organisation, si tu veux, sectorielle, mais après tu as aussi l'organisation au niveau des différentes entreprises. Tu vois que Apple, ça représente 6,47% de l'ETF. Microsoft, 5,50. Amazon, c'est 2,48. Alphabet, qui est Google, en fait, c'est 1,75. En fait, tu as une répartition par capitalisation. Donc, plus tu vas avoir une grosse entreprise qui va avoir une part importante sur le marché américain, plus on va avoir une part importante dans le S&P 500 et in fine, une part importante qui va être allouée en fait dans l'ETF. Donc, tu as différents types d'ETF. Là en général, on est plutôt sur des répartitions par capitalisation. Mais après, tu as les ETF équipondérés. Bref, tu as tout un tas d'autres ETF différents qui vont avoir une allocation différente que celle de l'allocation par capitalisation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a tout un tas d'ETF aussi qu'on appelle des ETF Smart Beta qui te permet d'avoir des performances supplémentaires. Mais c'est plutôt, je pense, pour des profils avancés qui savent véritablement ce qu'elles font. Je fais pas mal de vidéos là-dessus, toujours dans la playlist bourse si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas, tu pourras retrouver ce genre d'informations sur le site de l'ETF en question. Si tu descends un petit peu plus bas, tu peux voir s'il y a eu des versements de dividendes. Là, pour le coup, sur les 503 entreprises qui sont présentes sur le benchmark et sur l'ETF, il y en a certaines d'entre elles qui versent des dividendes. Donc, si tu investis dans cet ETF, tu vas te retrouver avec toi aussi des dividendes qui pourront être versés. Donc là, ça a été le cas. Tu vois, il y a eu des ETF il y a des dividendes qui ont été versés sur ces dates-là. Également là. Donc, si tu as une part dans cet ETF, de toute façon, tu recevras régulièrement des dividendes. Après, à voir la stratégie que tu veux mettre en place. Tu sais que les dividendes situés, par exemple, tu as aussi différents types d'ETF. Tu as les ETF synthétiques, tu vas avoir des ETF à réplication physique, tu vas avoir des ETF capitalisants, distribuants. Les capitalisants, selon moi, c'est quand même mieux parce que tu n'auras pas la friction fiscale et tu vas vraiment pouvoir mettre en place les rendements composés. Alors que si tu prends des ETF distribuants, notamment tous ceux qui vont te verser des dividendes, à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes, tu vas avoir une imposition qui va se mettre en place, notamment sur un compte titre. Donc voilà, derrière, tu as une friction fiscale, il va falloir que tu réinvestisses
investissent. Donc souvent, les distribuants n'ont pas les mêmes performances, sont pas aussi performants si tu veux sur le long terme que les ETF capitalisants. Donc moi souvent j'investis plutôt sur des ETF justement qui sont plutôt capitalisants. Là, donc je t'ai montré le cas pour l'ETF qui s'appelle VOO de Vanguard. Il y a un site qui est vraiment pas mal qui s'appelle Just ETF. Je te mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, qui va te permettre de suivre en fait et de regarder, de faire des présélections des ETF avec les critères qui pourront t'intéresser. Par exemple, tu vois, moi si je veux investir sur le marché action, là c'est que des ETF qui répondent à la norme UCITS, donc pour tous ceux qui sont justement sur l'Union européenne. Donc là, tu vois, je peux dire, je veux investir sur le marché action, je peux choisir un pays, un secteur, une stratégie, un thème, peu importe, tu vois, ça peut être une stratégie à dividendes, dynamique, de croissance, large cap, mid cap, pondéré. Ça, il y a certains ETF justement la Smart Beta que tu vas pouvoir retrouver là-dedans. Mais en tout cas, voilà, tu peux t'amuser à jeter un coup d'œil et de faire une présélection en fonction de tous les critères qui pourront te sembler pertinents. Moi, je vais en choisir un n'importe. On va taper ici MSCI World, par exemple. On va prendre celui de iShares, par exemple, là. On va cliquer dessus. iShares qui est la sous-filiale de BlackRock. Donc là, ça va répliquer les performances du MSCI World, qui est les 1600 plus grandes entreprises qu'on retrouve sur cet indice. Là, quand c'est hack, en fait, c'est tout simplement du capitalisant. On n'est pas sur du distribuant. C'est accumulation, en fait, en gros, ce que ça veut dire en anglais. Donc là, tu es sur des ETF qui vont être capitalisants. Donc c'est quand même plutôt intéressant en termes de performance. Tu vas retrouver le code ISIN. On va avoir la valeur liquidative ici. On est à 60,15 € pour une part, si tu veux, dans cette ETF. On voit que c'est pas éligible au PEA, par contre c'est bien éligible notamment au compte titre et puis à certains plans d'épargne. On va retrouver ici la taille du fonds, donc c'était le nombre d'actifs sous gestion, tu te souviens. Là on est quand même à presque 41 000 millions de dollars d'actifs sous gestion, enfin d'euros d'actifs sous gestion. Donc là on est plutôt dans le vert, tu vois, c'est quand même plutôt très positif. Tu vas retrouver les frais, ici on est à 0,20, donc plutôt pas mal. Distribution, capitalisation, donc c'est ce que je t'ai dit et c'est plutôt ce qu'on va rechercher. On va descendre un petit peu plus bas, on va pouvoir retrouver les rendements et puis les différentes performances sur les précédentes années. Tu vas retrouver la répartition par pays, par secteur et puis les différentes entreprises. Mais en général, ce que je te conseille de faire à chaque fois, de toute façon, pour retrouver toutes les informations que je t'ai évoquées tout à l'heure, c'est d'aller sur ce site, donc Just ETF, et de cliquer justement sur la fact sheet. La fact sheet, c'est juste un petit document, tu vois, qui n'est pas forcément très long, mais qui va te récapituler tous les points qui sont les plus importants à avoir en tête si jamais tu décides d'investir dessus. Donc là, tu vas retrouver le titre de cet ETF, tu vas retrouver la classe d'actifs, la devise, si il y a des rebalancements qui sont faits, donc s'il y a tout simplement un rééquilibrage qui est fait sur cet ETF, le nombre d'actifs sous gestion, la valeur liquidative, etc., les performances sur les précédentes années, depuis quand cet ETF a été créé, les frais, etc., etc. En fait, tu vois, sur quelques pages, là, pour le coup, sur 2 pages, tu retrouveras toutes les informations. Et moi, en général, j'essaie d'avoir une attention très particulière sur cette fact sheet parce que, voilà, moi, je sais que c'est justement là où ça se joue. Beaucoup de gens, tu vois, quand ils vont décider d'acheter une télévision, ils vont comparer tous les trucs sur Internet, ils vont faire attention et comparer tout ce qui existe. Et souvent, quand ils vont investir, ils vont regarder une vidéo sur Internet, ils vont dire c'est bon, je place dessus de l'argent, alors que derrière, ils peuvent placer des fois des sommes bien plus importantes que tout simplement d'acheter une télé. Donc là, si tu es amené à investir sur cet ETF sur plusieurs années, sur 10, 15, 20, 30 ans, et que tu es amené à investir pas mal d'argent dessus, fais le travail correctement, fais attention, analyse bien tout ça, regarde les vidéos que j'ai mis dans la playlist bourse justement pour te montrer concrètement comment tu crées un portefeuille équilibré d'ETF sur le PEA, sur le compte titre, pour faire les choses correctement et après voilà que tu n'aies pas de regrets par la suite. D'ailleurs, j'en profite pour terminer cette vidéo. Dans la description de la vidéo, si tu cliques dessus, je t'ai mis un lien avec un document que tu vas pouvoir télécharger où je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Que tu pourras télécharger directement. Il y a à peu près une trentaine de pages que j'ai vraiment présélectionné pour toi avec toutes les informations nécessaires où je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF voilà, sur PEA, sur compte titre pour t'aider à gagner encore une fois un maximum de temps pour que tu puisses le plus rapidement possible passer à l'action. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.